Alors mon top 5 de l'année 2018 est assez varié. Il est assez varié, j'essaie de choisir des séries un petit peu différentes, surtout que les choix étaient difficiles, il y avait quand même vraiment de très bonnes séries cette année, et faire juste un top 5, c'était vraiment très compliqué, surtout que moi je suis du genre à aimer les choses, on va dire, de manière équivalente, donc les classer c'est vraiment quelque chose de très très dur pour moi, mais j'ai essayé de me prêter à l'exercice et donc de faire quelque chose d'assez cool. Aussi, autre chose à préciser, c'est qu'avec Viré, on s'est réparti un petit peu les séries pour ne pas avoir les mêmes animés dans nos tops simplement. Donc bah, et parfois il y a des animés qu'il va mettre dans son top que je vais adorer, pareil pour lui, donc en fait en gros on s'est un petit peu réparti les séries, parce que sinon bah, on aurait peut-être des tops un petit peu similaires avec les séries, donc au moins essayer de vous parler du plus de séries possible. Alors numéro 5 de mon classement, c'est un animé de l'hiver dernier, Solayori mo Toi Basho, donc un animé produit par le studio Madhouse, qui est un animé de tranche de vie quotidienne, voilà, un animé slice of life comme on dit, qui met en scène quatre jeunes filles qui vont avoir pour but de partir en Antarctique. Alors c'est ce genre d'animé un petit peu classique d'ailleurs qui sont souvent produits par des studios comme PA-Works ou Kyoto Animation, donc le slice of life vraiment classique où on va suivre une bande de jeunes filles qui vont avoir un but commun. Donc le build-up du truc est quand même assez intéressant parce que l'héroïne de base, c'est un peu une fille un petit peu tête en l'air, qui n'a pas vraiment de but, etc. Et en rencontrant justement une autre fille qui est passionnée par l'Antarctique, etc., qui veut partir là-bas, et justement qui a la particularité d'avoir énormément d'argent sur elle, ce qui va lui causer quand même pas mal de problèmes, et bien du coup elles vont finir par devenir amies et elles partageront le même rêve, donc cette héroïne un petit peu tête en l'air finira par vouloir également partir en Antarctique. Et donc tout au long de la série, en fait, on va voir un petit peu la préparation, on va dire le moyen de comment arriver à atteindre ce but, puis la façon dont elles vont atteindre ce but. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans l'anime, c'est son build-up qui est vraiment fluide. En fait, tout le long de la série, on a un build-up hyper intéressant où, en fait, elles vont se réunir, elles vont être de plus en plus, donc elles vont être 4 au total pour pouvoir partir en Antarctique. Après, elles vont essayer de trouver le moyen de partir. Elles vont réussir à convaincre une agence, etc. Puis elles vont réussir à partir, etc. Voilà, le build-up est super intéressant, mais en plus de ça, il y a des histoires touchantes. Les 4 personnages ont quand même un background assez étoffé, qui selon le personnage, est de plus ou moins touchant. Et vraiment, la profondeur de ces 4 personnages principaux, en tout cas, est vraiment très très bien travaillée. Et l'animé, en fait, se regarde vraiment d'une traite, et vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, si vous aimez un petit peu les tranches de vie, avec un petit peu d'émotion, de drama, et tout ce qui va avec, c'est un très bon animé à regarder. Bon, ma sélection des animés en 2018, alors je vais pas être très original, hein, de toute façon c'est des animés qui sont plus orientés, matures, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, ils savent très bien ce qui m'intéresse, donc mes choix vont pas être très éclectiques, mais il y a de la qualité, donc tout va bien. En 5ème position, en fait j'ai mis Kokoku, je sais pas si je le prononce bien. C'est un animé assez spécial, très étrange et une bonne surprise. Même si au premier abord, en fait, l'animation est plutôt moyenne, pour pas dire dégueulasse, tout simplement. C'est pas très ragoûtant à ce niveau-là, mais malgré tout, en fait, il y a un scénario assez solide. En fait, l'histoire, c'est une famille donc qui possède un objet, une relique assez étrange qui se passe de génération en génération et qui va permettre d'être transporté dans un monde statique, je crois qu'il appelle comme ça. Donc c'est un autre monde où en fait toutes les personnes du monde réel ne bougent pas à part ceux qui sont transportés. Et donc ils savent pas ce qui se passe, rien ne fonctionne de la même façon, tout est figé en fait, le monde, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de temps qui passe, etc. Et ils vont vite se rendre compte en fait qu'ils ne sont pas les seuls, et qu'il y a des êtres malveillants, des espèces de yakuza ou d'organisations, on va dire, à but maléfique, qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Alors voilà, très vite, c'est un côté un petit peu suspense cet animé, donc c'est ce qui m'a vraiment plu. Et puis il y a ce monde qui est super bien développé, donc un monde statique avec ses propres règles, c'est-à-dire il y a une espèce de juge, c'est un gros monstre fait de sable ou je sais pas trop quoi,
qui va poser ses règles, c'est-à-dire si t'enfreins les règles, bah, il te marave la gueule, quoi, il te tue tout simplement. Et moi ça m'a fait penser un petit peu ce genre d'animé, à l'ambiance qu'on peut retrouver dans des trucs comme Gantz et tout ça, c'est survival game où il y a des règles posées, un petit peu comme un jeu entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un jeu, mais voilà, ouais, c'est un petit peu un genre survival game, même si ça finit pas tout à fait de cette façon-là. Mais moi, c'est vraiment le truc qui m'a beaucoup surpris, un générique plutôt cool, alors certains n'ont pas aimé, hein, c'est... comment il s'appelle déjà? On me souffle dans l'oreille que c'est Miyavi, effectivement, avec un célèbre DJ, dont j'ai totalement oublié le nom, donc une superstar, hein, Miyavi, au Japon, donc voilà, c'est vraiment un animé qui est sorti de nulle part, moi qui m'a beaucoup plu, et qui finit plutôt bien, même si ça s'essouffle un petit peu. Le début était vraiment très haletant et tout ça, après ça s'essouffle, ça a un peu plus de mal, mais je suis resté quand même bien accroché à la série, et j'ai pas mal apprécié. Ensuite, en 4ème position, Steins Gate 0. Eh oui, bon, je le prononce mal évidemment, normalement c'est Steins Gate. Mais voilà, donc la suite, on pourrait croire que c'est une préquelle de Steins Gate, mais non, c'est une suite directe. Alors, une suite qui n'est pas une suite en fait au true ending de Steins Gate premier du nom. Donc c'est la suite, on va dire, d'un bad ending, si vous voulez, pour faire plus simple, et donc qui permet de continuer l'histoire. En fait, si vous voulez, c'est une réalité alternative, où Maxé Kulisu, l'héroïne de Steins Gate, est décédée simplement, et donc Okabe Rintaro qui est devenu tout dark, qui n'est plus un tunibio, il est devenu enfin sérieux, il va à la fac, et il ne porte plus sa veste de docteur, ou de scientifique plutôt, il a maintenant un costume noir assez sobre, donc voilà, il est tout badeux, tout sombre, etc., avec un air grave, et donc il va finir par rencontrer des gens qui vont lui montrer un projet en fait qui s'appelle Amadeus, et qui est une intelligence artificielle pouvant dialoguer avec les humains de manière très très fluide, comme si c'était la vraie personne. Et justement, l'intelligence artificielle en question, ça va être Makise Kulisu, et c'est comme ça, on va dire, qu'est lancé le scénario de ce Steins Gate 0, c'est-à-dire que Okabe Rintaro, forcément, il va être intéressé par une IA qui a l'apparence et la personnalité de Makise Kulisu. Alors évidemment, comme la première série, donc c'est adapté d'un visual novel, mais là, on va dire que par rapport à la première série, ils ont eu quelques difficultés d'adaptation, parce que le visual novel a quand même énormément de routes différentes, et en fait, il y a un truc dans le jeu que je peux pas trop dévoiler, sinon ça serait beaucoup trop spoilé. Il y a un truc dans le jeu qui fait qu'en fait, avoir les routes, toutes les routes en fait sont importantes. Elles sont importantes pour la résolution du scénario principal, si vous voulez. Et donc ils ont réussi à trouver un moyen, on va dire, d'esquiver ça, mais enfin, si vous avez aimé l'animé, je vous invite vraiment à faire le jeu, parce que ça vaut vraiment le détour en fait. Ils ont vraiment réussi à faire un truc super intéressant, et l'animé malheureusement ne rend pas honneur à 100% à ce que le jeu voulait proposer, mais c'est normal parce que c'était impossible à adapter en fait. Alors en 4ème position, ouais, là c'est un petit peu différent. C'est très personnel comme avis. Ça sera Major Second, donc à mon avis peu de personnes connaissent, parce c'est un animé, c'est la suite, allez, de Major, qui était déjà un animé à rallonge, qui est adapté d'un manga qui a duré une vingtaine d'années, voire plus, où on suivait les aventures de Goro Shigeno dans le monde du baseball, de son enfance jusqu'à la Major League, c'est-à-dire la ligue américaine principale, où il atteindra les sommets et tout ça. Donc c'est vraiment sur la durée, c'est un petit peu comme Captain Tsubasa au final, hein, où on suit les histoires d'un héros au fur et à mesure de sa vie de sportif. Sauf que là, on sera dans un monde un peu plus réaliste comparé à Captain Tsubasa, où c'est vraiment du grand n'importe quoi. On peut le voir avec l'animé, le remake en 2018. Waouh, ça a vieilli pour moi un petit peu, Captain Tsubasa. Mais non, voilà, Major en tout cas c'est ça, voilà, c'est du baseball mais réaliste, avec son lot de drama. C'est un petit peu le soap opéra des animés, c'est-à-dire les feux de l'amour, tout ça, où il y a des blessures, des trahisons, de l'amour et beaucoup de sport évidemment. Et donc Major Second, c'est la suite. Alors j'ai été pas mal déçu par rapport à Major le premier animé, qui ne s'est pas fini, sûrement pour faute de budget
ou truc annexe, je sais pas trop, mais ils ont pu faire la fin en animé, la toute fin, donc on a loupé un gros passage. Un gros passage du manga, c'est dommage. Et donc pour en revenir au sujet principal, effectivement, Major Second, c'est la suite, on suit les aventures cette fois-ci du fils de Goro Shigeno, Daigo Shigeno, qui va marcher sur les traces de son père. Scénario, au premier abord, qui ressemble énormément à Boruto, c'est-à-dire le fils de la superstar, qui a un petit peu ce complexe d'être dans l'ombre de son père, voilà, et qui va se faire entraîner par le rival slash ami du padre, entre guillemets. Donc c'est exactement le même plot au final, sauf que là c'est du baseball, et puis voilà, il y a toujours cette ambiance que j'aime beaucoup, avec ce petit aspect soap opéra, des animés popcorn, voilà, qui s'apprécient sans vraiment trop réfléchir. Il n'y a aucune psychologie ni quoi que ce soit, il y a du drama de bas étage. C'est presque un nanar en fait, mais moi ça me fait plaisir parce que voilà, je suis attaché au personnage et j'ai envie de voir la suite. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire une saison 2 en 2019 ou plus tard, peu importe. En tout cas, on sait que le manga est bien avancé, hein, l'auteur bourre. Le manga, je crois qu'il y a plus de 15 tomes pour Major Second. Donc c'est plutôt pas mal, et voilà, moi en tout cas j'attends la suite avec impatience. Ensuite, en troisième position, c'est un animé que j'ai beaucoup attendu, Karakuri Circus, le cirque de Karakuri. Donc un animé du même auteur que Ushio Tora. Donc un animé que j'attendais parce que le manga avait l'air d'être bien. Il y a beaucoup de tomes qui existent. Bon, malheureusement, nous en France, on n'a pas été gâtés parce que c'était édité, je crois, par Panini ou quelque chose comme ça, et l'édition a été interrompue en plein milieu. Du coup, on n'a jamais eu la suite. Donc pour pouvoir finir le manga, il faudrait pouvoir lire en anglais ou en japonais ou simplement sur internet. Bref, c'est une série qu'on n'a pas eu la chance d'avoir dans son intégralité, et donc l'animé aurait pu pallier à ça. Alors au niveau de la réalisation, du scénario, etc., c'est vraiment super cool. Il n'y a rien à dire, sauf une chose, c'est que comme c'est un animé qui adapte un manga qui a beaucoup de tomes, forcément, ils ont rushé de ouf. C'est-à-dire que je crois qu'en 2 ou 3 épisodes, peut-être les 4 premiers épisodes, ils font genre 3 tomes, après ils zappent directement jusqu'au 10e tome, etc. Ça va super vite, il y a tellement de trucs. En fait, à un moment, on se demande dans la série, mais qui sont ces personnages? Qu'est-ce qui se passe? C'est dommage parce que le scénario en lui-même, il est solide, il y a vraiment des trucs intéressants, et ça évolue comme un bon shonen neketsu, avec de bons thèmes, de bonnes thématiques, assez originales pour la plupart. Et vraiment, c'est un petit peu dommage que parfois on se sent un petit peu largué par le scénario qui avance vraiment à une vitesse ahurissante, mais à part ça, ça se suit quand même super bien. Ça reste une production de qualité avec une bonne animation, et donc pour moi ça reste le numéro 3 de mes animes préférés de l'année, parce que des animés de cette qualité, il n'y en a pas tant que ça. Alors pour le troisième, j'ai choisi un animé qui est vraiment la référence en termes d'animé mature, psychologique, et tout ça. Pour moi, c'est Megalobox. Megalobox, à la base, c'est un projet qui rend hommage au manga et à l'animé de Ashita no Joe, qui est une institution au Japon. Chez nous, c'est totalement inconnu, hein, mais on connaît les mèmes et tout ça, comment ça se finit, Ashita no Joe et tout. Donc là, voilà, c'est un animé qui va rendre hommage. Alors on prend les bases, le scénario... on va dire dans les grandes lignes, même s'il y a certaines différences, et on va mettre dans un univers un petit peu steampunk des personnages qui évoluent, qui vont faire des combats de boxe. Donc on suit les aventures de Joe, qui est l'underdog par excellence, c'est-à-dire ce mec qu'on sous-estime, que personne n'attend, qui sort de nulle part, et qui va faire son trou dans le monde de la boxe. Surtout que là, tous ses adversaires en fait vont se battre avec des espèces de gears, ce qu'ils appellent des gears, des systèmes hydrauliques, ou je sais pas trop comment ça marche, qui vont renforcer leur capacité au combat, pour les combats de boxe. Et lui, il va se battre à main nue, donc c'est vraiment l'underdog. L'underdog, le Makeinu, comme ils disent au Japon. Donc ce que j'ai vraiment apprécié dans Megalobox, déjà, c'est ces graphismes absolument exceptionnels au début, même si ça redescend très vite, on va dire, à la première moitié de la série. La série est pas très longue, ça fait 12 épisodes, hein, ou 13 peut-être. Et déjà, il y a une ambiance incroyable dès le début,
Et puis cet aspect très mature avec la mafia qui est impliquée là-dedans. Moi je connaissais pas du tout Ashita no Joe, hein, je sais pas, je pourrais pas comparer du tout. Mais j'imagine que dans les grandes lignes c'est plus ou moins la même chose. Puis on a toujours aussi ce design qui ressemble, qui est adapté évidemment au goût du jour, mais qui est un petit peu inspiré des années 80, avec surtout les enfants, avec les coupes de cheveux, un petit peu comme ça se faisait dans les animés de l'époque. Et puis cet aspect psychologique qui est ma foi très intéressant, avec ces personnages... allez, avec un background à chaque fois très développé, surtout pour les boxeurs rivaux. Petite note pour le russe, donc j'ai oublié le nom, qui est le rival principal, et qui est très intéressant, hein, et son développement est super bien foutu, j'ai beaucoup aimé hein, ce personnage. Et puis même les autres, par exemple l'ancien disciple du coach du héros. Enfin voilà, donc c'est des histoires qui sont vraiment touchantes et moi qui m'ont vraiment mis dans le bain, même si la fin est un petit peu différente de ce qu'on pouvait espérer. Enfin c'est débattable, hein. Il y a certains qui apprécient, d'autres non. Moi ça me dérange pas, n'ayant pas vu... Ashita no Joe premier du nom, même si je connaissais le même de la fin, tout ça, voilà. J'ai pas été spécialement déçu, j'ai bien apprécié l'animé de façon globale, et voilà. Deuxième de mon top des meilleurs animés de l'année 2018, SSSS Gridman. Ça c'est sans doute ma plus grosse surprise de l'année, et vraiment je m'y attendais pas du tout, hein. Je m'attendais vraiment à un animé sympa, donc c'est Studio Trigger qui réalise ça, je m'attendais vraiment à un animé sympa mais sans plus. Surtout qu'en voyant les premiers épisodes, bah, c'était pas hyper engageant. Alors moi je m'attendais, je l'avais déjà dit quand on avait fait notre vidéo des previews des animés de l'automne, j'avais dit que moi je l'imaginais comme ça, j'imaginais que Gridman ça va être un animé qui va commencer tranquillement avec un combat par épisode, et après ça va révéler de plus en plus de mystères au fur et à mesure. Et en fait j'ai pas du tout été déçu par ça, c'est que vraiment il y avait énormément de mystères qui ont été dévoilés au fur et à mesure des épisodes. D'ailleurs c'était pas uniquement qu'à la fin, hein, vraiment au fur et à mesure, et il y a vraiment de très bonnes choses dans cet animé. Il y a de très bonnes thématiques, de très bons liens on va dire par rapport à la société, comme le fait souvent Trigger ou anciennement Gainax. Donc essayer on va dire d'intellectualiser l'animé en lui-même. Et c'est plutôt pas mal, vraiment c'est plutôt pas mal les thématiques abordées. Surtout que à la base, Gridman c'est une série live des années 90, et ils ont réussi en fait à apporter énormément de références dans cet animé. Donc en fait si vous voulez c'est comme si c'était une suite spirituelle animée de la série live de l'époque. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que par exemple le personnage de Gridman, qui est doublé par Hikaru Midorikawa, donc un vieux doubleur quand même des années 90, ben justement avait la même voix dans la série de l'époque. Donc c'est assez rigolo d'avoir par exemple privilégié ce genre de références. Il y en a d'autres également, il y en a vraiment beaucoup des références par rapport à la série d'origine. Moi personnellement je ne connaissais pas la série d'origine, mais je me suis un petit peu renseigné. Et c'est vraiment pas mal hein, tout ce qu'ils ont fait sur cet animé. Hein. Studio Trigger ont apporté une sorte de lettre d'amour envers Gridman, et je trouvais ça plutôt pas mal. Ah, belle deuxième, ouais, je suis content d'en parler un petit peu, puisque c'est Ataraku Saibo, un petit peu le coup de cœur, hein, il est pas en première position, mais vous comprendrez très vite pourquoi. Ataraku Saibo, donc c'est un petit peu Il était une fois la vie à la sauce japonaise, très japonais, c'est-à-dire avec des personnages qui gueulent, qui se battent, il y a du sang, il y a du rire, il y a des personnages kawaii, d'autres qui sont cool. C'est vraiment un vent de fraîcheur dans l'animation, et moi c'était vraiment le coup de cœur, quoi. Donc en fait l'histoire c'est des cellules, on suit l'histoire de cellules dans un corps humain, ils ont une apparence humaine, hein, c'est représentatif, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. C'est les globules blancs, les globules rouges, les enzymes, tout ce qui protège notre corps des maladies, des infections et tout autre corps étranger qui viennent envahir et perturber, on va dire, notre santé. Et bien on suit le quotidien voilà, de ces petites cellules qui vont nous protéger au fur et à mesure et qui vont faire de leur mieux. Bon, pour dire la vérité, au début j'avais un petit doute sur la série, parce que j'avais un petit peu peur que ça tourne un petit peu trop vers le comique, vers le manga gag, et je pensais qu'au bout d'un moment ça allait saouler, hein. Il n'y a pas grand chose à raconter à ce niveau là. Alors oui, il y a du gag, il y a de l'humour et tout ça, mais au final non, il y a son lot de drama, il y a son lot de shonen, de baston,
et c'est super intéressant. Et c'est même plutôt bien animé, c'est David Production qui fait ça, hein, qui sont à l'origine de JoJo's Bizarre Adventure, Captain Tsubasa cette année aussi. Voilà, c'est vraiment un bon studio, certainement le meilleur studio de l'année, hein, si on devait faire un top, moi il serait top 1. Et puis voilà, donc comme je disais, l'humour n'est pas à foison et n'est pas dérangeant. Ça y est, c'est très léger, mais il y a son lot de drame, et même parfois on tombe un petit peu des nues, hein, parce que le corps, on ne sait pas à qui appartient ce corps, dans les cellules, on ne sait pas dans quel corps elles se situent, mais il tombe souvent malade ce corps, hein, je sais pas où, mais voilà, entre les maladies extrêmement rares, dangereuses, des blessures, voilà, il y a son lot de drame, et on se prend un petit peu au jeu, on se demande si nos petites cellules vont s'en sortir. Et moi j'ai une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs, environ à la mi-saison, j'étais un petit peu malade, j'avais la fièvre, j'étais resté alité pendant un jour. Et c'était le jour où était diffusé Ataraku Saibo, et comme toujours j'attendais l'épisode avec beaucoup d'impatience, et c'était assez marrant de se projeter un petit peu dans l'animé. Plutôt même le contraire, je dirais, c'est-à-dire l'animé qui se projette à l'intérieur de nous, ce qui est le contraire pour une fois. Et ouais, c'était marrant de se dire, quand on est malade, voilà, il y a toutes ces petites cellules à l'intérieur de nous qui se battent, qui font de leur mieux pour nous permettre d'aller mieux, etc. Bon, évidemment, ils n'ont pas des apparences kawaii ou extrêmement cool, kakoi, Desune, n'est-ce pas? Voilà, donc... c'était l'anecdote un petit peu marrante de se dire que pour une fois on n'est pas projeté dans le monde d'un animé, mais plutôt l'animé qui est projeté dans notre corps. C'était le contraire, et c'était une sensation assez drôle. Et ensuite, le premier de mon top. Alors là, c'est pas ma plus grosse surprise, parce que je l'attendais quand même un tout petit peu, mais c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur, simplement. Cet animé, il est juste incroyable. C'est Tensei Shitara Slime d'Attaken. Moi, quand je me réincarne en slime. Du coup, un animé isekai. Genre que je diabolise un petit peu ces derniers temps. Parce qu'il y en a un petit peu trop et c'est toujours un petit peu trop cliché. Là, pour le coup, en fait, si vous voulez, pour moi, il y a l'avant et après slime. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vu cet animé, que je commence à voir cet animé, parce qu'il est toujours en cours actuellement, c'est pour moi, je peux pas je vois les isekai maintenant d'une façon totalement différente, et si je vois un truc qui n'est pas aussi bien pensé, bah, je jugerai totalement comme un élitiste. Non, je rigole, mais l'anime de Slime est vraiment super bien réalisé. Alors je me suis intéressé un petit peu également aux nouvelles et aux mangas, donc qui sont tout aussi intéressants au niveau du scénario et de la réalisation. Mais évidemment, cette adaptation animée a énormément de points forts, notamment sa réalisation et son animation, hein, qui sont vraiment de très grande qualité. Mais pour moi, le plus gros point fort de cette série, donc c'est pas forcément lié à l'animé, c'est vraiment son scénario, hein. Bon, et son scénario bien sûr est très bien respecté dans l'animé, mais le scénario et surtout l'environnement, le lore, tellement rien n'est laissé au hasard. Et ça, je trouve ça assez incroyable dans un isekai aujourd'hui. Un isekai maintenant, c'est quoi? C'est le mec qui va être téléporté dans un monde et il va dire « Oh cool, je suis dans un monde Heroic Fantasy. Bon, je m'en fous de ma vie à moi, je vais maintenant m'immerger dans ce nouveau monde et trouver une nouvelle femme. » Ça n'a aucun sens. Alors que là, le mec, de base, bon, il décède, il est réincarné dans un monde en obtenant plusieurs skills tout d'un coup, et du coup, au fur et à mesure, il va évoluer dans sa vie de slime. Au début, il ne voit rien et il ne peut pas parler. Et au fur et à mesure, en fait, d'analyser, de comprendre, etc., il va réussir à faire de la transmission de pensée, il va réussir après à parler, il va même réussir à avoir un corps par la suite. Bref, il y a énormément de choses qui sont vraiment bien amenées, et tout est logique et cohérent dans le world building de cette œuvre. Et vraiment, bah, c'est un énorme coup de cœur. J'espère vraiment que, là pour l'instant on a 24 épisodes de prévus il me semble, j'espère vraiment que le studio 8-bits qui adapte l'anime continuera après avec de futures saisons, parce que bah, déjà au Japon ça a énormément de succès, donc j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Et je souhaite en tout cas toute la réussite qui lui est due. Alors en première position, oh là là, juste avant ça, il y a quand même des mentions honorables pour
Karakuri Circus, que j'ai pas mis pour certaines raisons. Je pense que Begito va le mettre dans son top inévitablement. J'aurais pu citer aussi Boku no Hero Academia, la saison 3, mais bon, c'est une continuité, donc on savait plus ou moins à quoi s'attendre. Enfin, ça m'a pas hypé plus que ça, voilà. Il y aura la suite en 2019, donc on sait que ça va être très très bien. La première position est évidemment dédiée à JoJo's Bizarre Adventure. Alors, j'ai pas fait, d'habitude, je fais des choix un petit peu marginaux, hein, j'aime pas choisir, et j'aime pas suivre le mouvement et choisir pareil que tous les gens, mais là, Jojo, c'est tellement bien que j'ai pas vraiment le choix, hein, c'est le top 1 avant tout, et puis surtout, ça suit la saison 4, qui est pour moi un des meilleurs animés que j'ai pu voir, hein, de tous les temps, hein. Ça fait très longtemps que je suis des animés, ça fait plus de 15 ans maintenant, très régulièrement, enfin je commençais même avant, mais vraiment très régulièrement, ça fait vraiment depuis 15 ans. Et donc il faut dire que la 4ème saison, c'est vraiment un de mes animés préférés, qui à chaque fois j'attendais la suite avec impatience, une impatience folle. Ça m'a rarement fait ça dernièrement, ces dernières années. Je pense qu'il n'y avait que justement Ataraku Saibo, cette série, qui me procurait cette sensation de vraiment d'impatience absolue pour voir un animé. Et puis là, la saison 5, alors je vous laisse imaginer le niveau de hype que j'avais suite à la saison 4. Et ben, j'ai pas été déçu, c'est exceptionnel. Je trouve que même David Production a fait un bond en avant au niveau de l'animation. Encore une fois, c'est difficile à imaginer, mais pourtant ils ont réussi. Et surtout au niveau de la réalisation, évidemment, vous avez tous en tête cette scène où la torture danse, je crois que ça s'appelle, hein, on la voit souvent sur Twitter. Donc cette scène qui est extrêmement originale au niveau de l'animation. Beaucoup de gens se demandaient comment ça allait être tourné, parce qu'elle était déjà assez populaire en manga, comment ça allait être tourné en animation, et là personne n'a été déçu. On nous a mis la musique qui va bien, les gens qui dansent, voilà, c'est tout à fait dans l'esprit Jojo, c'est-à-dire du grotesque à l'état pur, du porte-nawak, c'est tout ce qu'on aime et ce qu'on apprécie. Et là c'est encore plus accentué, cet aspect grotesque, notamment au niveau des tenues. Alors je sais pas vous, mais je trouve que ça vire un petit peu n'importe quoi là. C'est-à-dire, déjà dans la saison 3, on commençait à arriver à des tenues un petit peu abracadabrantes, avec Polnareff et tout ça, avec des cheveux qui veulent rien dire. La saison 4 un petit peu, là, waouh, c'est la Fashion Week, hein, mais pas la Fashion Week, les trucs classiques, hein, les trucs bien flashy. Et ce qui me fait toujours rire dans les épisodes, justement, c'est qu'ils se baladent dans la rue, ces persos, au milieu de personnes de personnes lambda habillées normalement et qui s'en foutent totalement, qui voient des personnes habillées en rose avec un cœur au milieu, en gros au milieu, avec des boucles d'oreilles qui veulent rien dire, des coupes de cheveux en forme de macaron, des permanentes, voilà, ou des personnages qui se lèchent le visage, voilà, c'est Jojo, on apprécie cette ambiguïté ambiante, on la connaît, là c'est totalement accentué. Et puis voilà, on adore, il y a un suspense toujours au rendez-vous, des personnages en couleur super intéressants, et puis des combats toujours dantesques. Voilà. C'est la référence tout simplement. Moi je connaissais pas avant Jojo en manga, j'ai toujours pas lu la suite et je m'en fiche parce que maintenant je sais qu'ils vont adapter Jojo jusqu'à la fin, et je vais suivre l'animation, enfin la version animée, parce que je sais qu'ils feront du bon boulot.